Bonjour, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui nous allons traiter sur des accompagnements d'enfants qui ont des troubles d'apprentissage parce que vous pouvez rencontrer des parents qui ont une demande d'accompagnement, donc de coaching scolaire bien entendu, et leur enfant présente des troubles d'apprentissage type dyslexie, dyscalculie, TDAH, etc., etc. Et la question se pose, c'est est-ce qu'il est possible pour vous d'accompagner ces enfants, même si vous n'êtes pas spécialiste de la dyslexie, spécialiste du TDAH. Et si dans quel cas ça serait possible, comment faire, quels sont les principes qu'il faut respecter pour que l'accompagnement se passe bien. Pour ça, nous allons voir une étude de cas, encore une fois, une étude de cas de Meryl. Alors vous avez vu probablement la première partie de l'interview que j'avais fait avec Meryl sur l'attente des parents. Donc ici, il s'agira simplement d'une deuxième partie où Meryl accompagne des enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Alors elle n'en fait pas une spécialité, mais tout simplement elle a constaté que près de 90% des enfants qu'elle accompagne, enfin des enfants, des ados qu'elle accompagne, ont été diagnostiqués ou pas. Mais en tout cas, les parents indiquent que l'enfant ou que leur enfant a des troubles d'apprentissage. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est vraiment une étude de cas. Donc, c'est l'expérience de Meryl. Donc, elle le voit. Elle a les résultats. Enfin, on verra les résultats qu'elle obtient. Voilà. Alors, à ce sujet aussi de troubles d'apprentissage, j'ai fait une vidéo spéciale sur mon autre chaîne que je vous invite à regarder, donc je mettrai le lien en description, sur les deux effets pervers qui font que, lorsque vous voulez aider un enfant ou un élève ayant des troubles d'apprentissage, à cause de ces deux mécanismes, vous pouvez avoir l'effet inverse. Voilà. Et avant de voir justement notre étude de cas tout de suite, je vous rappelle que vous avez une formation gratuite sur le comment développer votre activité de coaching scolaire. Voilà. Je vous en dis pas plus, je vous laisse à la vidéo. Allez, c'est parti. On peut dire que quand même tu reçois en général, ou tu te fais une spécialité peut-être, d'accompagner des jeunes qui sont en très grande difficulté scolaire. Oui, je reçois des enfants qui, même pour ceux qui ont des moyennes qui sont, on va dire, correctes, j'entends par là 13, ça reste des enfants qui ont des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il y a quand même toujours une grande difficulté et du coup de la souffrance par rapport à ça. Voilà. D'accord, d'accord. Et est-ce que justement, selon toi, est-ce qu'on peut quand même accompagner des jeunes qui ont ce handicap type TDAH, dyslexie, dyscalculie, etc., etc. Je pense que c'est eux qui en ont le plus besoin. Donc oui, 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 tout à fait. Et on voit justement des très beaux résultats. Mhm. Mm. Et est-ce que toi, tu es spécialisé? Alors, on pourrait dire, oui, mais bon, quand même, Meryl, toi, tu es spécialisé dans la dyslexie ou dyscalculie. Est-ce que tu as une spécialité pour ça? Ou est-ce que ton accompagnement suffit? Mon accompagnement suffit. Mhm. Non, D'accord. absolument pas besoin. Quand tu reçois des parents dont l'enfant a des grosses difficultés, comme on en avait parlé ensemble, est-ce que ça fait pas peur quelque part? Est-ce que tu te dis pas, waouh, 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 non, ça c'est pas pour moi ça. Non, parce qu'en fait, pour moi, ils ont pas. Je ne prends pas en compte ça. En fait. Je ne Mhm. prends pas en compte le fait qu'ils soient. Moi, ce sont des enfants, des jeunes, ils ont des blocages et je m'arrête à ça. Le reste, Mhm. je m'en préoccupe pas parce que je n'en ai pas besoin dans mon accompagnement Mhm. de Mhm. ces éléments-là. D'accord. Et quelle est pour toi justement la clé pour accompagner ce type d'enfant ou de jeune? Parce que là, il s'agit aussi, quand on dit enfants, ils sont quand même adolescents, les jeunes que tu reçois. Mhm. Oui, oui, Quelle ce sont est, des enfants.
Euh, Quelle est la clé pour toi pour accompagner ces jeunes-là? la clé, Hmm, c'est de croire que l'autre il va réussir. Et c'est quand il croit, quand on est sûr, quand il n'y a pas de place au doute, hmm, que ça ouvre un espace où il se dit, où il le sent, tu vois. hmm. Voilà, Exactement. on n'est plus de tête à tête, on est vraiment, voilà, on y croit à fond. Donc lui, l'enfant, il croit en moi, mais moi, je crois de la même manière que lui croit en moi, moi, je crois en lui. Et Hmm, donc, ça crée vraiment une vraie connexion qui va faire que, oui, ils y arrivent, quoi. hmm. Ouais, en fait, c'est la clé numéro un, c'est le fait que toi, tu crois à ton travail. Enfin, en tout cas, dans Oui, le protocole, enfin, le protocole, enfin, tu dis protocole, ce que je vous ai donné, en fait. le C'est challenge. ouais, les étapes, en fait, hein, tout simplement, les étapes A, B, C, D, etc. Et que tu vois le résultat à la fin. Et puis, quand tu crois dans le jeune, c'est ce qui fait la différence, quelque part. Non. Oui, et puis, Oh, mais donc, ouais, et puis t'es doué aussi, faut le bah, dire. écoute, je crois en ce que tu proposes et vraiment, hein, et je trouve ça génial, quoi, de pouvoir s'éclater Si, avec un jeune aussi, comme c'est tu as dit, ça. être dans le rôle de voilà, bah alors c'est comme ça, machin. Bon, non, on est dans le jeu, on y va. Et le jeune, du coup, il a envie, c'est vraiment. Je sais pas où est-ce que tu as eu cette idée-là, mais vraiment. Quelle est la plus grande difficulté que tu as vue chez ces enfants, que tu as pu constater en fait? Ouais, bah, c'est ils se sentent nuls, ils se sentent incapables, Hmm. euh, ils sont terrorisés, je dirais, par le fait de faire des erreurs, Hmm. d'être vus et stigmatisés comme étant euh, moins bons, pas intelligents. Mhm. Tu mets combien de séances pour les transformer? Parce que là, tu fais vraiment un coaching. Alors, j'aime pas le mot coaching, j'aime plutôt le mot accompagnement. Tu as combien de séances pour réaliser cette transformation? En moyenne, hein, à peu près. Entre 8 à 10 séances max. Hmm. D'accord. Grand max. Hmm. Oui, grand maximum. Oui. Avec l'expérience que tu as, alors bon, tu es rentré dans le programme il y a ce 5 mois, mais je sais que maintenant tu as une grande expérience, euh, surtout avec le contact avec les conférences. Est-ce que tu peux dire qu'il est difficile d'accompagner ces jeunes qui ont des gros handicaps? Non, Alors, non, c'est à partir du moment où on crée la connexion, hmm, euh, c'est la méthode après choisie permet vraiment de le faire, c'est challengeant pour le jeune. Il se prend au jeu, on n'est pas, et d'ailleurs je les rassure dès le départ, on n'est pas là pour faire des maths ou du français, je suis pas là pour leur donner des protocoles stricts, je suis là pour les challenger. hmm, Et donc, non, ils se prennent au jeu. Et ce qui est, voilà, le plus marquant, c'est que comme j'ai beaucoup de jeunes aux troubles de l'attention, on travaille quand même 45 minutes où vraiment encore là tout à l'heure ensemble, ça me dit ah là, je sens que j'ai vraiment le cerveau qui travaille. Ouais, mais 45 minutes des troubles de l'attention, bah il n'y a pas un moment où elle n'est pas attentive, où ils ne sont pas attentifs en règle générale. Donc c'est super. donc ils arrivent à être concentrés pendant 1 heure malgré un TDAH, Ah, malgré une dyslexie. Ah, bravo. ah, mais totalement, Mhm. totalement. Donc ça, c'est l'exploit aussi que constatent les parents finalement. Ah bah oui, oui, oui. Ouais. Et puis d'ailleurs, ça démontre aux jeunes que finalement, ce que la société leur a dit, finalement, ça correspond pas à ce qu'ils vivent avec toi. Ben non, parce qu'ils sont capables de rester concentrés, de faire travailler leur cerveau pendant, allez, je fais des séances entre 45 à, à 60 minutes. Donc, Mhm. et c'est sportif pour le cerveau. D'accord, d'accord. Et pourtant, tu n'as pas fait d'études de neurosciences. Non, j'ai fait de la PNL, mais Tu as fait de la je PNL. m'intéresse aux neurosciences, mais non, je ne suis pas docteur en neurosciences. D'accord. C'est très instructif par rapport notamment à cette croyance, cet étiquetage
dyslexie, TDAH, tout ça, qui fait que quelque part, ben tu. Alors c'est vrai, il y a une théorie, hein, si tu veux, il y a la théorie de l'étiquetage, tu vois, qui a été démontrée d'ailleurs, hein, qui indique que ben, plus on étiquette, plus on a tendance à enfoncer le jeune et quelque part à réduire les attentes et donc à réduire quelque part à réduire ses capacités. Et ce qui est Mhm. intéressant, c'est que toi, ça, tu le constates, ça. C'est pas de la Je- fiction, tu le constates non, au quotidien, quoi. Enfin, au quotidien, dans ta pratique, en fait. mais je ne tombe que sur des enfants qui ont des troubles de l'attention, Mhm. qui sont Alors, censés avoir des troubles de l'attention. Et mhm. certains sous médoc et tout, enfin, tu vois, ils sont tous, non, mais c'est incroyable, hein. Ah, d'accord, ils sont sous médoc, certains. Certains, ouais, t'en as certains qui sont sous médicaments, ouais. Est-ce qu'on peut dire que finalement, peut-être ils ont pas tant de troubles que ça? Ou est-ce que c'est toi qui arrives à surmonter le trouble dans ton accompagnement? Bah, ça, c'est difficile à dire. Moi, j'ai tendance à leur dire qu'ils n'ont pas deux cerveaux, hein. Donc, s'ils Mhm. sont capables de rester concentrés, ils sont capables de rester concentrés. Mhm. Qu'après, l'attention, c'est une volonté. Mhm. Donc, soit tu as la volonté de, ou tu ne l'as pas, et qu'à un moment donné, tu peux ne pas avoir la volonté de rester attentif parce que, ben, par exemple, pour les personnes qui ont un canal auditif faible, ben, à un moment donné, oui, ils vont décrocher Mhm. puisqu'ils ne peuvent Mhm. pas comprendre. Donc, le cerveau, il s'ennuie. Donc, on a l'impression qu'ils ont un trouble de l'attention parce qu'ils ne restent pas concentrés, parce qu'ils n'arrivent pas à ce moment-là à rester concentrés là-dessus. Mais c'est pas pour autant qu'en fait, ils ont des réels troubles de l'attention, Mhm. puisqu'ils D'accord. sont capables à d'autres moments d'être attentifs. Oui. Mhm. D'accord. Ouais, Ah mais oui. c'est une volonté extrême, l'attention, pour n'importe qui. On est tous Mhm. des troublés de l'attention. Enfin, je veux dire, tu vois, Mhm. combien D'accord. de fois tu pars dans ta chambre pour aller chercher ou dans ton frigo et puis arrivé là, tu pars sur autre chose et tu prends ton téléphone. Donc, on a tous des troubles de l'attention si on prend par là. Mais parce Mhm. que c'est le cerveau pour arriver à rester bien concentré sur ce qu'on... Tu vois, il y a tellement de connexions qui se font. Donc, non, pour moi, ils n'ont pas de troubles de l'attention. Les enfants que je suis n'ont pas de troubles de l'attention. Mhm. Ou alors, est-ce que tu peux dire que, quelque part, tu pars du principe qu'ils n'ont pas de trouble de l'attention, même si ils ont été diagnostiqués ou ils pourraient en avoir? Ah, mais je pense qu'ils n'ont pas le trouble de l'attention. Même Ouais. s'ils ont été diagnostiqués. Je vois pas comment ils peuvent rester concentrés et faire marcher leur cerveau pendant 45 minutes, Mhm. voire une heure avec moi. Et en dehors de ça, non, c'est que là, ils ont effectivement la volonté d'eux, mais que donc ils sont capables quand ils ont la volonté d'eux. Donc, en fait, ouais, c'est une question de volonté, une question aussi de contexte, alors, finalement. De contexte aussi, effectivement, si tu as un enfant, j'en reviens là-dessus, qui a un canal auditif faible et qui comprend pas à ce moment-là que l'enseignement bah, n'est pas adapté à sa capacité de compréhension à ce moment-là, évidemment, il va décrocher, il va fuir. Le Mhm. cerveau, il faut bien qu'il s'occupe à faire autre chose. Donc, on va le détecter comme étant ayant des troubles de l'attention parce qu'il va gesticuler, parce qu'il va embêter son voisin, parce que il va être sans arrêt la tête en l'air et le professeur va l'interroger, puis il va dire bah, de quoi ça parle, j'en sais rien. Oui, parce que tu vois, t'as vraiment cette croyance, ça y est, mon enfant, trouble de l'attention, effectivement, ça va relativement vite, quoi, tu vois. Je veux dire, le diagnostic est très souvent très vite posé, et puis après, tu as le biais, ce qu'on appelle le biais de confirmation d'hypothèse, c'est-à-dire que tu poses une croyance dès le départ, et puis après, ben, cette croyance auto-alimente toute seule, hein, c'est les prophéties auto-réalisatrices, hein. Et Oui, après, totalement. tu peux avoir un enfant qui a pas forcément de trouble de l'attention et qui devient étiqueté après par de fait de trouble de l'attention. Ouais. D'accord, Après, ok. que les écrans jouent un rôle et qu'il y ait effectivement une volonté plus compliquée pour un enfant aujourd'hui de rester posé, etc., ça probablement, mais de là à ce que ce soit une pathologie et que l'enfant il soit étiqueté et mis sous solution médicamenteuse,
je pense qu'il y a d'autres moyens de rééduquer ça, en fait, hein, de lui apprendre tout simplement. En fait, ça s'apprend à être Mm. attentif aussi. Mm, mm. Mm. Ok, Meryl, bah écoute, je te remercie pour cette, on va dire ce témoignage, parce que bon, tu relates ton expérience, et je te dis à très bientôt. Merci Salut! Jean-François, à bientôt. Alors, que retenir de l'expérience de Meryl? Donc, c'est son expérience, donc c'est relativement enrichissant parce que c'est quelqu'un qui pratique beaucoup, hein, qui a suivi pas mal d'enfants ayant des troubles, à peu près 90% des enfants qu'elle a suivis avaient des troubles d'apprentissage, donc dyslexie, TDAH. Alors même si ça fait depuis, là je tourne cette vidéo, ça fait 5-6 mois qu'elle est rentrée dans le programme, mais elle a quand même déjà pas mal d'expérience, elle a eu pas mal d'enfants qu'elle a suivis. Alors déjà, la première chose à retenir, c'est qu'il est possible d'accompagner ces enfants, même si vous n'êtes pas spécialiste de la dyslexie, du TDAH, etc., etc. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'enfant a des blocages même non liés à son trouble qui limite son apprentissage. Alors je vous la refais, je vous la réexplique, c'est que simplement, imaginons qu'un parent vient avec un enfant qui est déclaré avec une dyslexie. D'accord? Donc évidemment, la dyslexie va limiter son apprentissage. Mais l'enfant peut présenter, et même présente souvent, des blocages totalement indépendants de sa dyslexie. Alors évidemment, ces blocages même ont pu être renforcés par sa dyslexie, voire même déclenchés par sa dyslexie. Mais le blocage ou les blocages même ne sont pas liés directement avec la dyslexie. Par exemple, je prends un exemple, un enfant qui se sent nul, bon ça c'est un blocage, on va dire assez commun, hein, c'est pas le seul, loin de là, mais c'est un blocage assez commun. Un enfant peut se sentir nul même s'il n'a pas de dyslexie. Mais si il a une dyslexie, cette dyslexie va renforcer le sentiment d'être nul, voyez, voilà. Mais normalement, il n'y a pas de lien, on va dire, direct entre les deux. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un enfant qui est dyslexique, mais qui ne se sent pas nul, voyez. Donc, il aura toujours des troubles d'apprentissage, mais sans se sentir nul. Donc, sans ce blocage originel. Et donc, votre travail ne sera pas de travailler sur la dyslexie, mais le fait de se sentir nul, évidemment, et de lever donc ce blocage. Et donc, on ne travaille pas sur le trouble lui-même, donc sur la dyslexie, mais sur le fait de se sentir nul. Évidemment, le fait de travailler sur la dyslexie même, ça, c'est une affaire de spécialiste, bien entendu. Et vous avez vu que Meryl obtient de très très bons résultats. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a maintenant une clientèle, enfin elle commence à avoir un bouche-oreille qui fonctionne extrêmement bien. Et la deuxième chose aussi que vous devez retenir, enfin quitte à retenir, hein, c'est on évite absolument les mécanismes pervers. Donc là, j'en reviens à la vidéo que j'ai faite sur mon autre chaîne, que je vous invite à regarder. Donc le lien est en description. Vous avez deux effets pervers, alors que je résume ici vite fait pour le comment dirais-je, pour la nécessité de la vidéo, mais dans la vidéo j'ai toutes les bases scientifiques hein, que je vous indique. Tout simplement, c'est qu'il y a deux effets pervers. Le premier, c'est l'étiquetage. Et le deuxième, c'est le surdiagnostic. Bon, là, une petite faute sur diagnostic. Mais ces deux mécanismes ont des effets pervers certains. Et lorsque vous ignorez, en tout cas vous ne faites pas attention à ces deux mécanismes, eh bien, qu'est-ce qui se produit? Ben, tout simplement, vous renforcez le handicap. Donc, c'est vrai, c'est un petit peu contradictoire parce que vous avez dans votre bonne intention la volonté d'aider l'enfant, même avec la consultation d'un spécialiste, mais en faisant ça, en n'y prenant pas garde, eh bien, vous pouvez renforcer le trouble d'apprentissage, de le faire plus gros qu'il n'était à l'origine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Donc, hein, je vous remets tous les liens en description. Et puis, pensez aussi, vous avez donc la formation gratuite pour développer votre activité de coaching scolaire, même si vous avez peu d'expérience. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!